je souhaite qu'il y ait un vrai parcours, qu'il y ait une sorte de voyage qui n'est pas vraiment défini, mais qui part d'un incident au début qui était une espèce de cassure, appelons ça un accident, et que petit à petit, un petit peu comme quand on glisse vers un autre monde, on repasse le fil de pas mal de choses et on arrive à travers des couloirs où on revit certaines choses et on débouche sur une espèce d'immensité qui est la fin un peu dans le film de Cairo aussi, et puis qui est cette mer immense. Et j'ai demandé à Akiko, avec son accord, qu'elle repense un peu à son personnage qui était si trouble et si étrange, une sorte de fantôme qui est à la fois, pour moi, beaucoup plus que le fantôme dans son imagerie traditionnelle, qui est symbolique d'une menace finalement abstraite pour moi, mais qui est l'incarnation. Donc l'idée scénique toujours a été de faire basculer le monde et de se dire tout ce qui est écran est quelque chose comme la réalité, et on est de l'autre côté. Donc on ne sait pas de quel côté on est. Je pense qu'on est tous habités par des fantômes, et ces fantômes, ce sont les choses auxquelles on tient, mais qui s'effacent petit à petit. Je crois qu'on est toujours dans quelque chose en nous tient de l'effacement, et que quelque part on s'agrippe toujours à ces choses qui se désagrègent, qui sont des choses qui nous échappent, que ce soit des souvenirs, des conversations, effectivement, comme je dis, dont on perd petit à petit le souvenir, dont on perd matériellement, physiquement les interlocuteurs. Silencio, c'est avant tout, enfin, je pense, une hymne à l'acteur. La différence entre du spectacle vivant avec le cinéma, avec les arts plastiques, c'est précisément le corps de l'acteur. Mais leur corps n'est pas là, et leur présence permettra de disparaître en une seconde comme le ferait un magicien, ou réapparaître en une seconde. Mon metteur en scène manque de chance pour lui au début du spectacle. Il se rend compte que ses acteurs l'ont enfermé dans la cabine de souffleur, donc il ne pourra jamais sortir. Il va se retrouver confronté à une sorte de Madame Loyale, une présence, une apparition comme ça, qui va faire un fil rouge et qui va lui dire « Moi, je suis dans mon club Silencio, il se passe des choses étranges et je te propose de venir les découvrir. » Cette Madame Loyale, c'est peut-être notre lien entre le réel et le monde des spectres, le monde du cinéma. Il y a une scène magnifique où il y a l'ombre qui est projetée sur le mur, et on ne voit absolument pas dans le cadre cinématographique les acteurs, mais on ne voit que cette ombre. Mais qui pour moi est aussi fort que de filmer l'acteur. Silencio, c'est le dernier mot du Mépris, du film Le Mépris de Godard, qui est donc l'histoire d'un tournage d'un film qui ne se fait pas, dont le premier plan du film est tourné à la fin du Mépris. C'est le rapport au cinéma, puisque c'est un film, Silencio, on tourne, on cherche à laisser vivre quelque chose d'autre à qui on donne existence et qui va être sur l'écran. On est face à l'univers, à la fin il y a la mer. Quel est le destin de l'homme, quel est le sort de l'homme? Il n'est pas grand-chose. Silencio. Silencio. Réintégrons-nous au monde, réintégrons-nous à l'univers. Nous ne sommes que des éléments de l'univers, et nous n'avons pas à vouloir prendre le mouvement de l'univers. Out of the Dump, et c'est en anglais tout simplement parce que ça fait référence à mon blog, The Dump, la décharge. Ce blog est une création, une forme de création et de non-création particulière. Peut-être c'est ce qu'on évite de faire, ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on aurait voulu faire, qui définit mieux notre travail. Donc j'ai commencé comme ça, sans trop savoir où j'allais, en collectionnant les projets non réalisés. Ça constitue un catalogue d'œuvres possibles, ce qui est extrêmement pratique. Ce qui fait que j'en ai réalisé un certain nombre et qu'à l'occasion de l'exposition,
nous en présentons un certain nombre réalisés qui sortent du dump et qui se matérialisent dans l'espace physique. Les quarks, c'est un bestiaire, un ensemble d'animaux qui sont, comme les quarks avec un cadre de la physique, des êtres qu'on ne peut pas localiser, qui existent et qui n'existent pas. C'est-à-dire qui existent et qui sont invisibles. Ils sont partout et ils sont nulle part dans notre champ visuel. Cette certitude des scientifiques sur l'idée que quelque chose qui est totalement paradoxal ne peut qu'exister, ne serait-ce que parce qu'on l'ait pensé, et certains prennent ça comme preuve de l'existence de Dieu, et bien de la même manière, je considérais que les quarks existaient forcément. With these images, no one will dare deny the existence of the quarks. La question de la visibilité ou de la non-visibilité, c'est Saint Thomas. Est-ce que parce que je le vois, il faut que je le croie? Ou est-ce que parce que je ne le vois pas, ça n'existe pas? Quand ils sont déclinés sur plusieurs épisodes, eh bien, on découvre que leur raison d'être et leur fonctionnement fondamental est à l'image du fonctionnement humain et de la psychologie humaine. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord une projection mentale de l'humain sur le monde. Le cinéma d'aujourd'hui affronte directement la pensée moderne de la science et de la technologie qui a découlé de cette science et du mode de vie que cette technologie nous a imposé. Donc à ce moment-là, il faut se remettre synchrone face à une évolution totale et de la pensée scientifique, donc de la connaissance du monde, et en même temps de notre mode de vie. Justement, Eisenstein a été peut-être l'un des rarissimes cinéastes à se poser la question de la pensée moderne, c'est-à-dire de la science. Sur la place de l'improvisation, il y a quand même des parties assez longues sur lesquelles on a eu envie de travailler par strates, donc de rester sur des motifs, des thèmes assez courts qui finalement s'agencent sous forme de boucles et sur lesquels on construit une architecture de mélodies. Donc au gré des représentations, on va modeler, sculpter cette matière sonore. Il y a eu effectivement l'envie de travailler avec la mémoire des images, donc ça veut dire juste sur le souvenir du film. Et sur quoi il travaille, Eisenstein? Sur le montage, c'est-à-dire non pas, comme l'a fait Griffith et beaucoup d'autres après, sur comment dissimuler une rupture qui est celle d'un plan à un autre plan, en donnant l'illusion d'une continuité entre les deux plans, mais au contraire, en accentuant, au moment de la coupure d'un plan à un autre plan, d'affronter ces deux plans et de les mettre en choc de réception ou de continuité, quoi. Donc, au contraire, de travailler la discontinuité. C'est très romantique aussi, mais c'est avant tout fantastique. Et donc ces corps blancs, souvent féminins, un peu évanescents, flottants presque, qui sont dans une qualité de mouvement assez particulière, ou des corps plus sombres, moins définis en tant que personnages, qui sont plus sur, sur une écriture très dans le sol. Ces personnages noirs, c'est pour créer une espèce de fausse invisibilité, une invisibilité théâtrale. Donc ils sont dans une espèce de combinaison, ils sont masqués, enfin ils sont recouverts entièrement physiquement, on les voit. On ne peut pas ne pas voir, mais il pose ce statut de l'invisibilité. La pièce, en fait, cherche à transposer les codes du fantastique dans un champ chorégraphique. Nosferatu de Murnau, dans un mode plus expressionniste, toujours dans du noir et blanc, dans des contrastes très marqués. Là, il y a une physicalité, théâtralité du personnage de Nosferatu qui est absolument étonnante. Nosferatu, c'est de ne pas avoir fait du fantastique dans un studio de cinéma,
mais de l'avoir fait avec de vrais décors réels et déplacer cette espèce de corps fantasmatique et décharné, terrifiant, cette espèce de corps humain, vampire, en tant qu'oiseau, etc., enfin, qui est presque inexistant, de l'avoir fait se déplacer dans le réel et se rendre compte que ce corps non existant est terrible pour l'existence. Une des choses un peu fondamentales, évidemment, dans ce genre, c'est l'idée de temps instable, donc de temps éventuellement parallèle, d'espace aussi instable, donc parallèle ou superposé. On est dans un endroit un peu flottant. Et donc il y a un monde en bas, un monde en haut, un monde en dessous, il y en a partout. En fait, c'est pour ça qu'il y a aussi cette symbolique du plongeoir, deux jambes qui sortent du plateau. Donc ça indique bien qu'il y a quelque chose en dessous, qui serait la suite, peut-être tout simplement. Il y a un moment un corps qui apparaît en haut, par les bras. Donc ça veut dire qu'on pourrait retrouver le début aussi là. On n'est en effet pas sur une surface évidente, un sol plat, mais qu'on est dans un endroit mouvement qui nous permet peut-être de passer de temps en temps dans une autre dimension, entre guillemets. Ça peut être juste un imaginaire. La danse, curieusement, est plus facilement porteuse du jeu de la discontinuité. Et ça intéresse beaucoup les chorégraphes, parce que d'un seul coup, les corps qui se cassent, etc., c'est bien, quoi. Aujourd'hui, le cinéma se permet, c'est le luxe, de s'ouvrir et de travailler non plus sur une seule ligne ou un seul fil conducteur narratif, mais au contraire d'éclater et à ce moment-là de brasser à la fois toutes les représentations possibles, tous les imaginaires possibles, mais aussi tous les mondes possibles, et donc de nous déplacer dans une forme d'incertitude qui est celui de qu'est-ce que nous savons, qu'est-ce que nous connaissons, et sommes-nous encore capables de connaître trop d'informations? N'est-ce pas le danger dans lequel la société d'aujourd'hui et donc notre culture est plongée? Que devient le spectacle vivant dans un monde où on s'éloigne comme ça de la présence physique? Qu'est-ce que ça devient le spectacle vivant? C'est un art éminemment archaïque. On est là face à une scène enfermée, on n'a pas la souris pour pouvoir aller d'un endroit à un autre. La vague numérique a totalement modifié, altéré nos pratiques. Nous ne voyons plus et nous ne pratiquons plus le monde de la même manière. Ulysse pouvait croire qu'il savait où il allait, alors qu'aujourd'hui, où allons-nous? Dans la rue, en train de marcher, est-ce qu'on est seulement en train de compter nos pas pour aller d'un point à l'autre? Est-ce qu'on n'est pas en même temps notre passé, notre futur, etc. Est-ce qu'on n'est pas justement dans plein d'univers en même temps? Et à ce moment-là, ce que nous sommes là en ce moment, est-ce que nous ne sommes pas en même temps quelque chose d'autre qui est ailleurs?